Lire quelques petits textes écrits notamment par Louis Guillou. Peut-être que ça vous dit quelque chose, Louis Guillou. Bon. Alors, ils sont parus, ceux qu'on va lire au début en tout cas, dans une célèbre revue qui s'appelle Confrontation, que je vous recommande d'ailleurs, vous pourrez ensuite... ils sont parus d'abord en français, ces textes, dans un recueil qui s'appelle Histoire de brigands. Voilà. C'est une édition relativement récente, en tout cas la dernière, dernière en date. Et Guillou écrivait des petites histoires comme ça, on pourrait dire choses vues, choses entendues. Et moi qui suis de langue galaise native, comme on dit, voilà, dont le gallo est la langue maternelle, je me suis dit, il en a entendu. C'est pas possible, il les a entendues certaines en gallo, quoi. Alors pas toutes, sans doute. Bon, il y en a qui se passent à Moscou, ça m'étonnerait qu'avec Pasternak, il ait parlé en gallo, mais bon, surtout Pasternak. C'est jamais, il pouvait parler en kirghize aussi. Alors, donc, ça ne va pas être long, c'est tout simple, comme je disais. C'est beaucoup moins élaboré que ce qu'on vient d'entendre là, le doublage du film Les Mines de Trémuson en gallo. Et puis Sophie traduira en français. Alors, on a hésité. Ah, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je disais, on a hésité, on a envisagé à un moment donné de traduire ça en moldave ancien sans accent, mais bon, on n'était pas tout à fait prêt, donc ça va être traduit en français. Alors vous allez voir, moi je vis ça, je l'ai déjà fait une fois, je vis ça de façon assez extraordinaire parce que j'ai l'impression que j'ai un traducteur en français qui s'appelle Louis Guillou. Bon, je dois dire que c'est un très bon traducteur. Bon, il était d'ailleurs aussi, comment dire, locuteur anglais, de l'anglais. Alors, la première histoire, c'est les manières d'être une mémé. Peut-être plusieurs manières. Je dans l'idée que Lucien... il sonnerait du piano, que disait la mémé. Et puis, la srama qui les apprendra. Dame, la musique, est-il pas un bien au amusement, pas vrai? Pas moins fort pour un gars que pour une garcette. Et puis, dans le temps qui viendront, tant qu'il sonnera de son piano, l'ira point traîner dans les auberges, pas vrai? L'art d'être grand-mère. Je veux que Lucien apprenne le piano, dit la grand-mère, et je le lui enseigne moi-même. La musique est une jolie distraction, n'est-ce pas? Aussi bien pour un jeune homme que pour une jeune fille. Et puis, plus tard, tant qu'il fera du piano, il n'ira pas au café, n'est-ce pas? Alors, des regrets sans fin. Le gars-là était dans les vins avant-hier. Il avait ramassé du Jason, tant que temps, à ne plus que savoir qu'en faire. Si tant fort qu'il avait pris sa retraite et puis qu'il vivait à l'aise de ses rentes. Bien sûr que la crise y avait fait perdre un petit de sa guénochée, mais il n'y a pas vice. N'avait rien chamboulé de sa manière de vivre. Au jour d'année, il a 80 ans, et est un sacré bien vieux bonhomme, corbin vif, bien ni peu. Tous les matins, il s'en va faire sa petite tournée, prend son déjeuner, se rend à l'auberge et s'en va encore faire un petit tour en chantonnant. Faillot l'out, le v'là parti à Paris. Les jours qu'il y songe, il se rend au boulevard des Allongés.
Il se chôme devant la fosse de sa bourgeoise et il y dit de même. C'est moi que v'là, je ce corps de ce monde, Julie. Pas croyable. Là étant fait, il s'en retourne à l'auberge. Regrets éternels. Il était dans les vins avant la guerre et gagnait des sous à ne savoir qu'en faire. Tellement qu'il s'est retiré des affaires et qu'il vit grassement en rentier. Quand la crise lui a fait perdre un peu d'argent, mais qu'importe, il n'a rien changé à sa manière de vivre. Il a 80 ans aujourd'hui, c'est un magnifique vieillard, très vert et très soigné de sa personne. Il fait un petit tour le matin, déjeune, va au café, fait encore un petit tour en chantonnant. De temps en temps, il pousse une petite fugue à Paris. Voilà 20 ans qu'il est veuf. Quand il y pense, il va au cimetière. Il s'approche de la tombe de sa femme et dit « Je suis encore là, Julie. Qui l'eût cru ?» Et là-dessus, il retourne au café. C'est là qui rigole un peu mieux. L'Antoine, qui est maçon de son métier, est dans le courtis. Dame, est-il pas dimanche? Fait bien autant. L'Antoine, il buzote en un rechant du bourrier. V'là-t-il pas qui se mettit à chanter. Dame, il chante comme un pourcet qu'à la Tcheprince entre deux portes. Vrai de vrai, mais il chante petite bon cœur dans de là. V'là que sa coiffe ouvert la croisée, au pied de dedans, au huge de même. T'as-tu pas bientôt fini, mon innocent? Allez, ça rétinette. Hein. Puis, Hurluki direction la croisée, Coriel. Mais tu sais bien tout comme que cela me fait du plaisir de chanter de même. Point de réponse seulement. Et voilà la croisée crouillée. L'Antoine, il repaye, ça y a arraché le bourrier, mais ça y a coupé le subier. Hein. L'Oisé ne chante plus du tout, du coup là. Et tout pour le jour d'anneux. Et pour le mois, éventuellement. Il y avait par nous un dégourdi qui disait de même que le mariage était une punition. Le premier qui rira. Antoine le maçon est dans son petit jardin. C'est dimanche. Il fait beau. Antoine s'amuse à enlever les mauvaises herbes. Le voilà qui se met à chanter. Il chante très mal, c'est vrai, mais il chante de tout son cœur. Alors la fenêtre s'ouvre. Sa femme apparaît. T'as pas bientôt fini? Il s'arrête, se tourne vers la fenêtre. Encore elle. Mais puisque ça me fait plaisir de chanter comme ça. Elle répond rien. La fenêtre se referme. Antoine continue d'arracher les herbes, mais il ne chante plus. C'est fini pour la journée. Pour des mois peut-être. Un homme d'esprit disait que le mariage est une grande contrariété. Pour vers du monde, on s'est mis de même à causer entre nous, à tabier à l'auberge. Le gars est dans la force de l'âge, pas la métier d'un imbécile. Un gars que le monde dise quière comme de l'eau de roche. On tient bien parce que il n'a point son regard par en dessous. Un vrai bon gars,
ben chômeux sur ses pattes, le paille jaune, les yeux bieux, un bon père de famille, ma femme. Je l'avais vu druger au son gosse il n'y a pas 5 minutes de ça. V'là un métivier qui ne folleillerait jamais de la vie, que je me disons par de Vermont. La teuf à la guerre. Rien, pas un brin graffinier. Et pas de la veine tout comme. Une fois la guerre a buté, il a repaissé dans l'armée. Dans le temps-là, ils avaient besoin des spécialistes pour la Russie contre les bolcheviks. J'étais un sergent mitrailleur. Sommes allés à l'armée au LR. Ben voulant, c'était que vous n'aviez pas votre sou de la guerre. Il se met à rigoler du haut des joues. Ah, tout elle-là n'était point du pareil au même, monsieur. La guerre, si, on ne ressemblait point du tout à l'autre. Les bolcheviks n'avaient rien à roucher. Tout est là de notre part, ça faisait dongier. Était-il mari de s'avoir battu contre le monde-là? Il me coupe le subier, il rajoute. Yan, mais c'est qu'en France, j'aurions moins pris de galon. Du coup là, c'est franco de porc et d'emballage. Mesdames, il n'y avait point que la question du grade à prendre. Je lui posai une autre question à la fin et il répondit en sourd-gorge. Les bolcheviks là, je n'avais rien à foutre. Mais c'est qu'à part prendre du grade, pour moi, c'était une bonne chance de voir du pays. Pour voir du pays. La conversation s'est nouée comme ça, à la terrasse d'un café. C'est un homme dans la quarantaine, robuste, réfléchi. Un de ces hommes que l'on dit sans mystère, parce qu'ils sont plus mystérieux que les autres. Un homme moyen, parfaitement équilibré. Un blond, aux yeux bleus. Un bon père de famille. Je le regardais tout à l'heure jouer avec son fils. En voilà un, me disais-je, qui ne ferait jamais de folie. Il a fait la guerre. Rien, pas une écorchure, une veine, n'est-ce pas? La guerre, il a empilé. À ce moment-là, on demandait des spécialistes pour aller en Russie combattre les bolcheviks. J'étais sergent mitrailleur. Je suis parti avec l'armée à l'air. Volontaire? Alors vous n'en aviez pas assez de la guerre? Et il sourit. Ah, ça, c'était pas la même chose, monsieur. Cette guerre-là ne ressemblait pas à l'autre. Les bolcheviks n'avaient rien et ils étaient affamés. C'était même, je vous l'avoue, assez honteux de notre part. Regrettait-il de se battre contre eux? Il ne me laisse pas le temps de le lui demander. Il ajoute, tout de même, en France, j'aurais avancé, moins vite. Au moins, c'est clair. Mais il n'y avait pas que la question des galons à prendre. À une dernière question de ma part, il répond en souriant. Les bolcheviks, je m'en foutais un peu. Seulement, que voulez-vous, toute question d'avancement mise à part, c'était pour moi une occasion unique de voir du pays. Un matin, sur la route, je suis tombé nez à nez au Moreau qui est maçon. Il menait sa barouette. Salut, qui me disait, en sortant des brancards. Ça va-t-il? Te v'là revenu de voyage? Et ta petite quenaille, toujours aussi vive? Oh, cela va bien, que je lui disais. Là, donc ben vieux-y. Je me demande l'âge qui de ben avait à cette heure. 64, 65. J'ai demandé des nouvelles. Et ta coiffe? Là, il a comme un cide des épaules. Oh, qui disait ma Louise Odéroy, de paix qu'on a eu une méningite. Tu sais bien, il y a 4 mois de ça. J'étais un point au courant. Mais si, de paix Odéroy. Faut bien que ça se remarque qu'il y lave mon linge.
qui fera le soupe. Quand j'arrive, c'est nous. On a pu sa tête à elle. Et comme si ça serait une gosse, faut tout lui expliquer, mon vieux. On se rappelle plus de rein. Pas plus tard qu'hier, je lavais mon linge. Bon, voilà qu'est fait. À neuf, je lui disais, Louise, va falloir repasser tout elle là. On met la plaque sur le feu et puis là qu'on se met à tricoter. On se rappelle plus de rein que je te dis. Pas rigolo un brin. Hein. Tchoukfay, je me fous très bien la tête contre un mur. Comme je te dis là. Qu'est-ce que tu veux. Et point de vue de même. On se rappelle plus de rien du tout. L'oublie même qu'on vient de manger son dîner. On met 2 heures à roucher son souper. On rouge 2 livres de pain. Au moment de se mettre au pajot, je faim, qu'on dit. Une pitié de vers ça. Et le médecin, lui, qu'est-ce qu'il en dit de tout elle là? Lui, il n'a qu'une idée en tête, c'est de la poquer à l'hosto. Moi, j'aimerais mieux carver. À l'hospice, on se mourrait au bout de 8 jours. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a plus pour moi qu'à la soigner. C'est nous. J'ai-tu pas l'habitude d'avoir des malades? Ah non, non. On l'ira point à l'hospice, qui me disait, en se remettant en brancard. Je la soignerai. Je l'userai comme elle l'a. Ce matin, dans la rue, j'ai rencontré Moreau, le maçon. Il menait une brouette. « Salut, me dit-il en s'arrêtant. Ça va-t-il? T'es revenu de voyage? Et ta petite fille? Ça va toujours, le diable? Ça va, dis-je. Comme il a vieilli. Je cherche quel âge il doit avoir cette année, 64, 65 ans. Et je demande, et ta femme? Il hausse les épaules. Oh, dit-il, elle déraille, ma Louise. C'est depuis qu'elle a attrapé une méningite, tu sais, il y a 4 mois. Je savais pas. Si. Et depuis, elle déraille. Faut que ça soit moi qui lave mon linge et qui fasse mon souper quand j'arrive. Elle y est plus. Elle est comme un gosse, mon vieux, faut tout lui dire. Elle oublie tout. Hier dimanche, j'ai lavé mon linge. Bon, aujourd'hui, je lui dis, Louise, va falloir me repasser ça. Elle met un fer à repasser sur son feu. Et là-dessus, la voix qui se met à tricoter. Elle oublie tout, je te dis. Ah, il n'y a pas de quoi rigoler. Des fois, je me foutrais bien la tête dans le mur. Ah, comment te le dire? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas une vie. Elle oublie tout. Elle oublie même qu'elle a mangé. Elle met 2 heures à avaler son souper. Elle bouffe 2 livres de pain. Et quand elle se couche, j'ai faim. Qu'elle dit? Ah, ça fait pitié. Et qu'est-ce qu'il dit le médecin? Le médecin, lui, voudrait la foutre à l'hôpital. Mais j'aime mieux crever. À l'hôpital, non. Elle y vivrait pas 8 jours. Qu'est-ce que tu veux? J'ai qu'à la soigner. J'ai-tu pas l'habitude des malades? Non, elle n'ira pas à l'hôpital, dit-il en reprenant sa brouette. Je veux pas voir ça. Je la soignerai. Je l'userai. Comme ça. Voilà, Louis Guillou. Hein. Alors on en a d'autres qui sont traduites, d'autres en cours de traduction. Et peut-être que la société, c'est même prévu, la Société des Amis de Louis Guillou fera une édition à part, en quelque sorte, un livre de ces traductions qui seront présentées dans les 2 langues. Alors peut-être que quelqu'un aura l'idée de traduire en breton, je ne sais pas, dans d'autres langues dites régionales. Je ne sais pas. Alors, si vous avez encore un peu de patience, on va vous proposer une traduction, alors qui n'est pas d'un texte qui n'est pas de Louis Guillou, mais qui est d'Élie Geffray. Peut-être certains d'entre vous connaissent Élie Geffray. Je
Yéli Geffrey, qui est par chez moi, qui a été maire de Ria. Hein, et, mais là, il s'est fait opérer de la cataracte et il m'a dit, oh, ça a bien marché, mieux qu'un miracle à Lourdes. Il faut dire qu'il est prêtre. Il a bien le sens de l'humour. Voilà. Élie, il écrit une chronique toutes les semaines qui s'appelle l'humeur intermittente. Hein, l'humeur intermittente. Et il écrit ça et c'est publié dans l'hebdomadaire d'Armor de Merdrignac et qui va jusqu'à Lamballe, qu'on appelait quand j'étais gamin le dromadaire. Hein, l'hebdomadaire. Va donc chercher le dromadaire. Bon, évidemment, c'était. Et en galop, ça fait quoi? Le dromadaire? Non, Alors voilà. Alors je vais vous le lire en gallo, parce qu'il l'avait écrite en français, et moi je l'ai traduite parce que j'ai craqué. J'ai craqué parce que ça parle de chez moi, ça parle de Saint-Loneuc, ça parle des Tréchênes, ça parle de la Gautret, ça parle même de Trémorel, alors quand ça parle de Trémorel. Et puis donc, on l'a traduit, il y a d'ailleurs 2 traductions, hein. On l'a traduit dans le groupe de conversation galaise qui se réunit tous les 15 jours à l'ORB, l'Office des retraités briochins. Et on a bien du piési. Hein. Edmond et Yolande. Alors, il a 2 personnages comme ça, c'est Edmond et Yolande. Hein, Edmond et Yolande, c'est des personnages récurrents, comme souvent, on trouve ça dans les diries, aussi bien en français, en gallo qu'en breton d'ailleurs. Hein. Pierre-Jacques Ezélias avait aussi le maître et le valet, comme ça. Edmond et Yolande, qui sont à rebout des vouseries de la paysannerie. Alors, c'est de l'actualité, hein. Vous allez voir. Edmond et Yolande avaient décidé que la Vébrella, il se chaperait un petit seyeux. Autant dire faire tchoc commission. Mesdames, plus fort l'un qu'ils en ont l'habitude, comprenez pas la ville de Merdrignat, pas plus fort que celle de Bron, là est trop connue. Pour se défuter, changer d'herbage, on va plutôt se rendre à Saint-Main, à Mauron ou à Piémé. Du temps où on demeurait notre retraite, j'étais encore jeune, je poussions 10 cas Josselin, Montauban, et même 10 noms. Mais à ce tour, on se cartaille de la grande route. Edmond reconnaît qu'il n'est plus autant pharaon que dans le temps-là. Le dernier jeudi du mois de janvier, ils ont choisi de se rendre à Saint-Main. Le chemin pour y arriver est vrai tranquille. C'est direct depuis Saint-Launay, en passant par les Tréchênes, et n'est point gêné par la circulation. La route n'est point hardiment large, bien sûr, et pour Chissebain, qu'un camion les a carroisés avec plein de belouettes, plein de belouettes dans ses lanternes, tant que temps, ça a eu le don de mettre Edmond sur les nerfs. J'entends comme bandrait d'avoir la métier de la route à nous. Ya, mais fais bien attention tout comme l'a dit Yolande. Il y a 1 ou 2 kilomètres plus loin est une auto qui a fait les mêmes mines. Oh, là, il y a de choquant de connaissances, mais pas possible de te dire chiquet, c'est là parce que j'ai point fait attention. Au plus fort qu'ils avançaient, plus fort que ça devait aller au pied de la route, des autos qui beluetaient aux lanternes, Edmond eut dans l'idée que ça devait bien être les magasins bleus dans les pareils de Terre-Moret. Pourrait bien me faire souffler dans le bousine. J'ai baisé mes 2 bolets de site en rouchant à midi, et puis mon petit coup de pinard pour faire passer le fromage. Là et tout. Pas une goutte de pu à neuf. La Yolande, elle devenait de plus en plus nerveuse. On dit de même, il a dû arriver un accident de la route. Faites-vous comme ben attention, regarde ben devant ta. Juste you, qui est cause de même, v'là-t-il pas qu'à leur poche de la Gautret, et vite 2 tracteurs en travers de la route, au travers de la route. Plus près, il fut en capacité de faire
2 mahousses de machines agricoles de couleur verte, haute comme la petite maison d'à côté. Et pas rien dans la cabine, pas plus fort dans les pareils. À craire qu'ils avaient poqué tout elle là pour imposer le monde de passer le chemin. Du coup, dis donc, ça nous a revenu au ringe les nouvelles de la région dans la boîte à gaules d'à midi. Rapport à la crise agricole et les routes barrées. Edmond et Yolande restaient un temps comme des bégots devant la grosse bestiole d'engin-là. Yolande, elle s'est remise à causer en premier. D'œufs d'en bas, on tirait des litres de lait pour pouvoir en acheter des engins de même. Là, de faire chier, aussi cher, autant cher que de la bâtimence. Crois-tu donc qu'ils auraient besoin d'autant d'outils comme elle là? La culture a tout comme bien changé au jour d'année. Qui y a pensé par des verlus, Edmond. Nous autres, j'avons fini notre ouvrage ou un Massey Ferguson 35. Ça nous allait ben de même. J'avons pas eu hardi de mal payer cela. De notre temps, au lavalanteur d'1 litre de lait, tu pouvais acheter 3 litres de gasoil. À neuf, ils payent le litre de lait au même prix que dans le temps, mesdames le pétrole et tout le Saint-Frustien, et point le même refrain. J'avons tout comme vécu la bonne époque, nous autres. Hein. Il y avait hardi mois de manifestation de même. Bien sûr, on ne gênait point pour rucher sur le rap de notre député, le cerf du comice agricole, quand j'avions la goule chaude. Quand la fin du banquier et que le bien au monde là était à faire l'oulouet. Ils ont dû se mettre en tête qu'ils étaient ben des bégaudés de l'aventure. Ils ont ben dû dériver en faisant des manœuvres ben gandilleuses. Pas aisées tout elle là. Là le bout de la virée à sa main. Alors quand il y a un bon texte de départ aussi, on essaie de faciliter, hein, vous allez voir. Edmond et Yolande face aux révoltes paysannes. Edmond et Yolande avaient décidé que cet après-midi, ils feraient une petite sortie. Ce qui veut dire aller faire quelques courses, mais un peu plus loin que d'habitude. C'est-à-dire pas à Merdrignac, ni à Ponce, c'est trop habituel. Pour changer un peu et se dépayser, on va plutôt à Saint-Main, Moron, Plémel. Au début de notre retraite, on était encore jeunes. On poussait jusqu'à Loudéac, Josselin, Montauban ou Dinan. Mais maintenant, on évite les grandes routes. Edmond admet ainsi qu'il n'a plus la même hardiesse au volant. Ce dernier jeudi de janvier, ils ont opté pour Saint-Main. L'itinéraire choisi est des plus tranquilles. La route y mène directement depuis Saint-Launec en passant par les 13 chênes. Elle est peu fréquentée. Elle est aussi un peu étroite. C'est sans doute la raison pour laquelle le camion qu'ils ont croisé a fait des appels de phare insistants. Ce qui a énervé Edmond, qui estime avoir le droit à la moitié de la route. Fais quand même bien attention, a insisté Yolande. Puis, 1 ou 2 kilomètres plus loin, c'est une voiture qui, à son tour, a émis le même signal. Oh, ça doit être un gars qui me connaît, mais je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas fait attention. Et plus il roulait, plus il y avait de la circulation en face et les voitures qui faisaient des signaux. Edmond s'est dit qu'il devait y avoir un contrôle de gendarmerie, plus loin, à la hauteur de Trémorel. De toute manière, a-t-il insisté à l'intention de sa passagère, « Je peux souffler dans le ballon. J'ai bu mes 2 bolets de cidre en mangeant à midi et mon petit coup de pinard avec le fromage. C'est tout. Rien d'autre de la journée. » Plus inquiète, Yolande dit que ce doit être un accident. Oh, fais bien attention. Regarde devant toi. Et au même moment où elle faisait cette supposition, on voyait au loin, à l'entrée de la Gauteraie, 2 tracteurs en travers de la route.
En se rapprochant, on distinguait 2 engins agricoles, verts, aussi hauts qu'une petite maison d'à côté. Il n'y avait personne dans les cabines, ni autour. Ils avaient été mis là exprès pour barrer. C'est alors que nos 2 voyageurs se sont souvenus des informations régionales de ce midi sur la crise agricole et les barrages routiers. Edmond et Yolande sont restés un moment stupéfaits devant ces mastodontes. C'est Yolande qui a rompu le silence. Il doit falloir en vendre des litres et des litres de lait pour payer des engins comme ça. Ils doivent coûter aussi cher qu'une maison. Je me demande s'il y a besoin de tant de matériel que ça. L'agriculture a quand même changé, réfléchit Edmond. Nous, on a fini notre carrière avec un Massey Ferguson 35. Il nous suffisait bien. On n'a pas eu trop de mal à le payer. À notre époque, avec 1 litre de lait, tu pouvais acheter 3 litres de gasoil. Maintenant, c'est l'inverse. Le prix du lait n'a presque pas changé. Mais le pétrole et tout le reste, c'est une autre chanson. Il faut admettre qu'on a connu la bonne époque. On manifestait moins. On se contentait d'engueuler notre député le soir du comice, quand ça commençait à chauffer un peu, à la fin du banquet et au moment des discours. Il a fallu se rendre à l'évidence de cette impasse. Faire des manœuvres compliquées pour faire demi-tour sur cette voie étroite et tourner le dos à cet avenir improbable. L'intermittent bloqué sur la route. Merci beaucoup. J'en ai un petit dernier, mais Ah oui, oui, oui. si vous voulez, parce que celui-là, on l'avait dit à la maison Louis Guillou, et puis c'est le garde champêtre. Ça s'appelle Le garde champêtre est une légende. Alors, il chope sous un badieu, plus de question de barbouiller pour année. La boîterie, la bique à peintureux, tout est là rasserré pour s'en venir. Il songe. V'là qu'arrive le garde champêtre. Il est un vrai comédien de garde champêtre. Au son sort au bieur, une jolie piaque de cuivre sur le bras, et puis une goule qui va à tout, et puis corps des moustaches. Là qui chôme en croisant les bras, se penche sur le devant, rigole du haut des joues, facile à deviner qui va sieude. Senti goûtu les badis qui huchent. Le peinturier chapille des yeux. Et t'y donc à lui qu'on cause? Tu donc les badis? Ah, sont vraies bonnes, c'est ben les badis là, qui huchent encore plus fort le garde champêtre. Mais que badis? Je vous avais tout comme ben vu. Je te les nouillais. Les toc-toc, qui se dit le barbouillou. Faudrait point les tenir tête. Oh ben, vrai goûtu ce bain, puisque c'est vous qui le dites. Mesdames, vous avez tort de dire que vous m'avez vu en rouché, parce que je ne l'avais rien fait même du tout. À Yetsam de même, elle a fait de l'effet sur le garde champêtre à coup sûr. V'là pas qui sortir, mais il en rajoute. Moi, qui dit le garde champêtre, si je serais vous, citoyen, je n'irais tout comme point dire à un assermenté qu'il est dans son tort. Un garde champêtre, c'est une légume. Il se repose sous un cerisier. Fini de peindre pour aujourd'hui. La boîte, le chevalet, tout est prêt pour le retour. Il rêve. Et voilà que surgit le garde champêtre. C'est un vrai garde champêtre, de comédie, en blouse bleue, avec sa belle plaque de cuivre au bras, et une trogne et des bacchantes. Il croise les bras, s'incline un peu, sourit, on devine comment. Le peintre lève les yeux. C'est à lui qu'on s'adresse. Quoi fait-il?
Les cerises? Elles sont bonnes, les cerises, tonne le garde champêtre. Mais quelles cerises? Je vous ai vu jeter le noyau. C'est un fou, se dit le peintre. Il ne faut pas le contrarier. Excellente, sans doute, puisque vous l'affirmez, mais vous avez tort de dire que vous m'avez vu en manger, car je ne l'ai point fait. Tant de simplicité désarme-t-il le garde champêtre? Il bat en retraite, non sans ajouter toutefois. Moi, monsieur, si j'étais citoyen, je ne dirais pas à un homme assermenté qu'il a tort. J'espère que, comme moi, vous appréciez les traductions en français de Louis Dillot. Je crois qu'il a de l'avenir en tant qu'écrivain.